Alors, quelques éléments de cours sur le 10e chapitre de l'année, structure et propriétés de la matière. Première partie, cohésion des solides ioniques et moléculaires. Donc pour nous, on va distinguer les solides en deux types de solides, qu'on va appeler les solides ioniques et les solides moléculaires. Et ce qui va faire la différence entre ces solides, c'est la nature des liaisons chimiques qui assurent leur cohésion. Alors, première partie, on va s'intéresser aux solides ioniques. Donc ce qu'on appelle un solide ionique, c'est tout simplement une structure régulière d'anions. Donc les anions, ce sont les ions chargés négativement, et de cations, donc les ions chargés positivement. L'ensemble de ce solide est toujours électriquement neutre, et sa cohésion, elle est due à l'interaction électrostatique entre les charges positives et les charges négatives. Exemple de solide ionique, le chlorure de sodium NaCl, qui correspond tout simplement au sel de cuisine. Donc là, il y a différents types d'interactions au niveau de ce cristal. On a des interactions attractives entre les charges de signes opposés Na+, et Cl-, mais on a aussi des interactions répulsives entre un anion Cl- avec un autre anion Cl- et un cation Na+, avec un autre cation Na+. Cependant, lorsqu'on fait le bilan de toutes ces interactions, c'est l'interaction attractive qui va l'emporter sur celle qui est répulsive, et ce qui explique la cohésion de ces solides. Deuxième type de solides avec lesquels on va travailler ici, c'est ce qu'on appelle les solides moléculaires. Donc ici, pareil, on considère qu'un solide moléculaire, c'est un arrangement régulier de molécules. Et ici, on va avoir des interactions entre les molécules qui sera, première chose, beaucoup plus faible que celle entre les solides ioniques. Et là, en fin de compte, ça va dépendre de la nature des molécules qui constituent le solide. Donc, premier cas de figure, si le solide est composé de molécules polaires. Alors, à ce moment-là, on va raisonner sur cet exemple qui est ici. Donc là, j'ai comme solide le chlorure d'iode. Donc la liaison entre le chlore et l'iode est une liaison qui est polarisée. Le chlore, il est plus électronégatif que l'iode, donc ça veut dire que les électrons de cette liaison qui est ici est plus proche du chlore que de l'iode. Donc ça veut dire qu'ici il va se charger lui delta-, et l'iode lui va se charger delta+. On fait le même raisonnement sur la molécule à côté, donc ici Cl va se charger delta-, I va se charger delta+, et donc ici j'ai une charge partielle delta+, ici sur l'autre molécule j'ai une charge partielle delta-, et delta+, delta-, deux signes électriques de charge opposée, deux signes opposés, à ce moment-là, là j'ai une interaction qui va être attractive. Et on raisonne de cette manière de proche en proche, et ça permet d'expliquer la cohésion des solides composés de molécules polaires. Deuxième cas de figure, si le solide est composé de molécules apolaires. Alors, exemple de solide, c'est ici le diode, I2, étant donné qu'il est constitué de deux atomes d'iode. La liaison entre l'iode n'est pas polarisée, parce que l'iode conserve tout le temps sa même électronégativité. Donc ça signifie que les électrons qui constituent la liaison, donc là si on prend cet atome d'iode avec cet atome d'iode, les électrons sont au milieu, ils ne bougent pas. Sauf que dans la réalité, les électrons ne sont pas statiques, mais ils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'au sein de la liaison, les électrons vont se déplacer. Et justement, comme les électrons vont se déplacer, donc maintenant on va raisonner sur ce schéma ici, pour le peu que les électrons se rapprochent de cet atome d'iode, à ce moment-là, cet atome d'iode va se charger delta-, et de ce fait, si lui se charge delta-, l'autre atome d'iode va se charger delta+, alors ça se fait sur un très petit laps de temps. Et à ce moment-là, il va avoir une influence de cette charge partielle sur les autres molécules. C'est-à-dire qu'ici, donc c'est la molécule que j'ai ici, donc cet atome ici, comme il a une charge partielle delta-, cette charge partielle delta- va avoir une influence sur tous les atomes d'iode qui lui sont le plus proches, et eux vont se charger delta+. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, la liaison entre ces deux atomes, les électrons du fait de l'agitation vont se rapprocher de cet atome, donc il se charge delta-, et les électrons qui sont sur cette liaison qui est ici, eux, comme là je vais avoir une charge delta-, là les électrons qui sont ici, eux, vont se repousser du fait de l'interaction répulsive,
de nature électrostatique, et donc ils vont se rapprocher de cet atome-là, les électrons, et de ce fait, s'ils se rapprochent de cet atome-là, dans cette liaison, bah, lui va se charger delta+. Pareil ici, les électrons ici de cette liaison étant proches de cet atome-là, bah, les électrons de cette liaison ici vont se rapprocher de cet atome-là, lui se charge delta+, et pareil pour celui-ci. Donc là, on voit apparaître momentanément des charges delta+, delta-, et c'est ces charges induites qui vont être générées de proche en proche qui vont assurer la cohésion de ce solide. Ces charges, en fin de compte, l'intensité de ces interactions étant beaucoup plus faible que celle vue précédemment. Dernier cas de figure, maintenant si le solide est composé de molécules polaires pouvant faire ce qu'on appelle des ponts hydrogène. Alors, première chose, la définition. Donc un pont hydrogène se forme lorsqu'un atome d'hydrogène d'une molécule portant une charge partielle delta+ importante. Donc pour qu'un atome d'hydrogène ait une charge partielle delta+ importante, il faut déjà qu'il soit lié à un atome qui a une forte électronégativité. Et bien il faut que cet atome d'hydrogène qui a une charge delta+, interagit avec un atome d'une autre molécule qui porte, lui, une charge partielle delta- aussi importante. Et on verra, généralement, il porte aussi un doublet, au moins un doublet non liant. Donc cette interaction, elle est beaucoup plus forte que toutes les autres interactions, et elle assure justement la cohésion de certains solides qui peuvent faire ce type de liaison. Exemple, la cohésion de la glace, elle s'explique justement par la création de ces ponts hydrogènes entre les molécules d'eau. Ici, vous avez une molécule d'eau. Donc l'atome d'oxygène, ici, lui, il est chargé delta-, de delta-. L'atome d'hydrogène, ici, delta+, ici, l'atome d'hydrogène, delta+. L'électronégativité de l'oxygène est beaucoup plus importante que celle de l'hydrogène. Donc lui, la valeur de son delta+ est très importante. Et la valeur du delta-, elle aussi, est très importante. À ce moment-là, ici, comme lui, il est chargé delta+, cet atome d'oxygène de l'autre molécule d'eau est lui chargé aussi delta-. Là, ici, je vais avoir l'apparition de ce qu'on appelle un pont hydrogène, qui est une liaison beaucoup plus importante, qui est une interaction attractive beaucoup plus importante que celle faite entre les charges delta+ et delta- vues précédemment. Deuxième partie de ce chapitre, on va s'intéresser à la dissolution des solides ioniques. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend un solide ionique et que l'on met dans l'eau. Alors, première chose, l'eau, il ne faut pas oublier que l'eau est un solvant polaire, et ça va avoir une influence sur la dissolution de ces solides ioniques. C'est-à-dire, ici, si on considère qu'on a un cristal de sel, donc les sphères vertes représentent les ions Cl-, les sphères violettes, les ions Na+. Ici, on a vu que la molécule étant polaire, l'oxygène est chargé delta-, et les hydrogènes sont chargés delta+. Mais là, lorsqu'on va mettre le cristal en contact avec l'eau, ici, je vais avoir des molécules d'eau qui vont se rapprocher des ions Na+, et comme l'interaction électrostatique attractive entre l'atome d'oxygène et l'ion sodium Na+, sera plus importante que l'interaction attractive entre Cl- et Na+, à ce moment-là, l'ion Na+, ici, va se dissocier de mon cristal. Une fois qu'il s'est dissocié, il va se solvater. Solvater, ça veut dire tout simplement qu'il va s'entourer de molécules d'eau. Ici, pour Na+, c'est la partie oxygène qui va être la plus proche de l'ion sodium, et pour les ions Cl-, parce qu'on va avoir le même phénomène pour les ions Cl-, ici c'est la partie avec les atomes d'hydrogène qui vont être les plus proches de l'anion Cl-, tout simplement parce que les H sont chargés delta+, et l'oxygène est chargé delta-. Troisième étape, lorsque l'ion est solvaté, on va avoir un phénomène de dispersion, c'est-à-dire que les ions vont s'éloigner au fur et à mesure de notre cristal. Donc pour dire que les ions sont solvatés, lorsqu'on va écrire l'espèce chimique, on va indiquer l'indice AQ, qui veut dire aqueux. Et aqueux, ici, ça sous-entend que c'est entouré de molécules d'eau, c'est-à-dire que l'on est pour un cation soit dans cette configuration-là, et pour un anion dans cette configuration-là. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'équation de la dissolution de ces solides ioniques. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une solution ionique est électriquement neutre. Et on va donner deux exemples. Alors, si je pars de la dissolution de NaCl,
Donc NaCl, ici solide, lorsque l'on met en contact avec dans l'eau, il va se dissocier en ion Na+, et en ion Cl-. On fait attention au caractère électriquement neutre de la solution. Ici, j'ai pas de charge électrique. Quand je dis j'ai pas de charge, j'ai autant de charge plus que de charge moins. Donc ici, si j'ai une charge plus qui apparaît, ici j'ai une charge moins qui apparaît. Deuxième cas de figure, deuxième exemple, dissolution de MgBr2. Alors MgBr2, ici, si on a une classification périodique, Mg, l'élément magnésium, se trouve dans la deuxième colonne de la classification périodique. Donc lorsqu'il veut se transformer en ion, il va vouloir perdre 2 électrons. Donc s'il perd 2 électrons, il va se transformer en Mg2+. Et à ce moment-là, on a ici Br2, donc on a 2 éléments Br. Et ici, on peut retrouver la charge de l'ion bromure en assurant l'électroneutralité de la solution. C'est-à-dire ici j'ai 2 charges plus, ici je sais que j'ai 2 ions Br, donc ici l'ion Br est chargé une seule fois négativement. Comme ça j'ai au total 2 charges négatives et ici 2 charges positives. Ma solution est électriquement neutre. Dernière partie de cette première partie de la vidéo, la concentration en quantité des ions des solutions. Alors, ici, comme un solide ionique va se dissocier, il faut qu'on fasse attention entre la concentration en quantité de matière de soluté apportée, que l'on note petit c, donc c'est-à-dire c'est la concentration du soluté que l'on veut dissoudre, et la concentration en quantité de matière des ions présentés dans la solution. Donc là, au niveau de la notation, lorsqu'on va parler de la concentration des ions, on va utiliser la notation entre crochets. Et donc ici, entre crochets X+, ça signifie concentration de l'ion X+. Exemple, si on considère une solution de chlorure de cuivre CuCl2. Donc pour cela, on nous dit on dissout une quantité de matière de 0,5 mol de chlorure de cuivre, CuCl2, dans un volume de 500 ml d'eau. Donc si je veux calculer la concentration de la en soluté apportée, ben là on va utiliser la concentration petit c égale la quantité de matière sur le volume. Donc ça va nous donner 0,5 sur 0,5, parce qu'on fait attention, le volume on le convertit en litres, et donc ça nous donne une concentration en soluté apportée de 1 mol par litre. C'est-à-dire que dans 1 litre de solution, on va apporter 1 mol de CuCl2. CuCl2, lorsqu'il va être en contact avec l'eau, ne va pas rester sous forme CuCl2. Il va se dissocier en ion, étant donné que c'est un solide ionique. Alors, l'équation de la dissolution, elle est donnée ici, à savoir CuCl2 va nous donner l'ion Cu2+, et 2 ions Cl-. Maintenant, sachant que ce qui sera réellement présent dans la solution, ce sont ces ions, on va devoir calculer la concentration de chacun de ces ions en s'aidant de l'équation de la dissolution et en connaissant la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire la concentration de CuCl2. Alors, lorsqu'on regarde l'équation, ici, on voit qu'une molécule de CuCl2 va libérer un ion Cu2+. Donc, à la fin, je vais avoir autant de Cu2+, que de CuCl2 que j'avais au départ, et à ce moment-là, la concentration des ions Cu2+, sera égale à la concentration de CuCl2, et donc ça va me donner 1 mol par litre. Maintenant, je vais calculer la concentration des ions Cl-. D'après toujours l'équation de la dissolution, on voit qu'une molécule de CuCl2 va libérer 2 ions Cl-. Donc ça signifie que la concentration des ions Cl- sera 2 fois plus importante que celle en soluté apportée. Et donc à ce moment-là, ici, on va avoir 2 fois 1, c'est-à-dire 2 mol par litre. Et ça clôture la première partie de ce chapitre.